Aujourd'hui, je vais vous proposer de vérifier expérimentalement si nos résultats théoriques concernant la conservation de l'énergie mécanique sont acceptables ou pas. Écoutez bien attentivement parce qu'une évaluation vous sera proposée très prochainement sur cette vidéo. Reprenons le modèle de la conservation de l'énergie mécanique en l'absence de frottement. On prend une balle de tennis de masse M, peu importe la masse, cela ne va pas avoir beaucoup d'importance, vous le verrez par la suite. On la fait chuter sans vitesse initiale d'un point A situé à une altitude ZA. Et on suppose qu'on peut négliger les frottements de l'air ainsi que la poussée d'Archimède. Dans ces conditions, on sait que l'énergie mécanique se conserve. Prenons comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur le sol. Donc voici le sol. Donc le point A, qui est situé ici, le point duquel on va laisser tomber la balle, et puis ici le point B, le point d'impact de la balle avec le sol. Donc je peux dessiner une pseudo-chronophotographie de la balle qui est en train de chuter, donc elle va impacter le sol à ce niveau-là, et la trajectoire de la balle, on peut la dessiner en pointillé comme cela. Donc la balle, elle a une certaine énergie mécanique au point A, qu'on peut noter EMA. Elle aura aussi une certaine énergie mécanique au point B, qu'on peut noter EMB. Et la traduction mathématique de cette conservation de l'énergie mécanique s'écrit ainsi. L'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Maintenant, on peut expliciter ces deux formules, à savoir l'énergie mécanique en A et l'énergie mécanique en B. L'énergie mécanique en A, c'est l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. Et l'énergie mécanique en B, c'est l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle de pesanteur en B. On peut expliciter maintenant ces formules-là, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de part et d'autre du signe égal. On obtient 1 demi de mVA au carré plus mgza, regardez les formules du cours, est égal à 1 demi de mvb carré plus mgzb. ZA et ZB étant respectivement les altitudes au point A et au point B, VA et VB étant respectivement la vitesse au point A et au point B. Souvenez-vous qu'on lâche la balle sans vitesse initiale. Du coup, VA vaut 0, du coup ce terme-là vaut 0. Ce terme-là est égal à 0 joule. Et ici, au moment de l'impact au niveau du sol, on a pris le sol comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, donc l'altitude du point B, à savoir ZB, est égale à 0. Du coup, ce terme-là est égal à 0 joule également. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste mgza est égal à 1 demi de mvb au carré. Comme vous le remarquez sans doute, de part et d'autre du signe égal, on se retrouve avec un facteur commun qui est la masse. On peut donc diviser de part et d'autre par la masse pour obtenir l'égalité suivante, Gza est égal à 1 demi de Vb carré. Je vous propose d'écrire cette même égalité dans l'autre sens, donc ça fait 1 demi de Vb au carré est égal à Gza. Pour se débarrasser du 1 demi, je vous propose de multiplier de part et d'autre par 2 pour obtenir donc Vb au carré est égal à 2gza. Et enfin, pour obtenir Vb, on va appliquer la fonction racine carrée de part et d'autre du signe égal. Vb étant positif, on obtient Vb est égal à racine carrée de 2gza. Et regardez, ce qu'on remarque ici, c'est absolument fondamental. En l'absence de frottement, vous voyez bien que la vitesse d'impact de la balle avec le sol ne dépend pas du tout de la masse. Donc la masse n'apparaît pas dans l'équation. Cela prouve que la masse n'a pas d'importance. Je peux faire tomber un objet de 10 kg d'une hauteur ZA et un objet de 3 kg de la hauteur ZA. En négligeant les forces de frottement, les deux corps tombent au niveau du sol avec la même vitesse d'impact. Donc, comment vérifier ce résultat théorique? Comment le vérifier expérimentalement? Pour le vérifier expérimentalement, déjà, on peut faire tomber la balle de tennis d'une hauteur ZA qu'on peut mesurer et qu'on connaît, et calculer cette vitesse d'impact avec cette formule. Et on va obtenir une vitesse d'impact. Et puis, on peut faire l'expérience pour de vrai et mesurer cette vitesse d'impact. Vous allez le voir comment on va le faire. Et puis, ensuite, on peut confronter le résultat théorique et le résultat expérimental. Et s'ils divergent, est-ce qu'ils divergent de beaucoup? Est-ce que c'est acceptable ou pas? Donc, on va vérifier si la théorie est en accord avec l'expérience. Nous venons d'obtenir le résultat théorique suivant. Vb, la vitesse d'impact, est égale à racine carrée de 2 fois g fois za.
avec G l'intensité de la pesanteur terrestre, ZA l'altitude depuis laquelle tombe notre balle de tennis. Alors, prenons une hauteur de 4 mètres par exemple. Donc, admettons qu'on fasse tomber la balle d'une hauteur de 4 mètres de haut, on obtient 2 fois, on peut prendre 9,81 pour l'intensité de la pesanteur terrestre, donc 9,81 fois 4,0 avec deux chiffres significatifs, B est égal à racine carrée de, on effectue le calcul, alors je vais chercher ma calculatrice que je n'ai pas, elle doit être là, tac, là, hop, c'est bon, j'ai ma calculatrice, on va effectuer le calcul, donc racine carrée de 2 fois 9,81 fois 4,0 et on obtient un résultat de 8,9 mètres par seconde. Et donc, on peut convertir cette vitesse en km par heure en multipliant par 3,6. Donc, je multiplie ici par 3,6 pour obtenir la vitesse en km par heure et j'obtiens un résultat qui est arrondi au dixième, 31,9 km par heure. Je vous propose tout de suite de vérifier si ce résultat théorique, donc on n'a pas fait l'expérience encore, si ce résultat théorique correspond à la réalité. Hop, je mesure bien 4 mètres. On se retrouve pour AVMK et régression. On va pouvoir vérifier tout ce qu'on vient de dire. Donc nous voici sur un logiciel qui s'appelle Avimeka, sur lequel on peut pointer les positions successives de la balle au cours du temps. C'est les numéros que vous voyez à l'écran, les numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est les positions successives de la balle au cours du temps. Donc on peut extraire ces données dans un logiciel un nouveau logiciel qui s'appelle Excel, dans lequel on va pouvoir calculer la vitesse. Dans la première colonne, vous avez le temps en secondes et dans la deuxième, vous avez les positions successives X de la balle au cours du temps. Donc là, c'est toutes les données qu'on a pointées. C'est exactement les mêmes données qu'on a pointées sur le logiciel régressif qui se retrouve ici. Et puis, grâce à ce tableau, on va pouvoir calculer la vitesse finale en faisant tout simplement la formule vitesse égale distance divisé par temps sur les deux dernières lignes du tableau. Donc j'espère que vous êtes convaincus du résultat. Nous avons obtenu 8,9 mètres par seconde, ce qui est sensiblement le même résultat que celui qu'on a obtenu grâce à la théorie. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus des lois physiques. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.